Et si en moins de 10 minutes, le destin d'une nation se jouait non pas dans l'ombre des débats politiques, mais dans la façon de répondre à un simple appel de détresse? Imaginez un pays où, il y a à peine quelques années, chaque urgence médicale plongeait les familles dans la panique et l'isolement. Au Burkina Faso, il n'existait jusque-là aucun système d'urgence structuré, aucun numéro à composer, aucune ambulance à attendre, aucun protocole à espérer. Quand la maladie frappait, ou qu'un accident survenait, tout reposait sur le hasard et l'improvisation. On transportait les blessés à moto, en taxi délabré, parfois même à pied, priant pour arriver à temps. Trop souvent, la course contre la montre se perdait avant même d'avoir commencé. Ce drame invisible touchait toutes les couches de la société, révélant une vérité rarement dite, l'extrême précarité de la vie, lorsque l'aide organisée fait défaut dans les minutes les plus cruciales. Il suffit d'imaginer une mère, dans un village isolé, dont l'enfant convulse soudainement en pleine nuit. Elle n'a alors qu'une lampe torche et la solidarité de ses voisins pour espérer le sauver. Combien de vies ont été perdues à cause de l'absence de solution immédiate? Aujourd'hui, tout change brutalement. Désormais, un numéro court, gratuit, accessible partout, permet à chaque citoyen d'appeler à l'aide. Il suffit d'un appel, de jour comme de nuit, et une équipe qualifiée intervient, sans exiger d'argent, sans discrimination, sans paperasse inutile. Cette avancée dépasse le progrès médical. C'est le symbole d'une égalité nouvelle, d'une discipline retrouvée et du respect accordé à chaque vie, surtout quand elle vacille. Prenons l'exemple de Mariam, agricultrice à la périphérie de Kaya. Un soir, son mari est victime d'une morsure de serpent. Avant la réforme, elle aurait dû l'installer à l'arrière d'un vélo, parcourir des kilomètres sur une piste défoncée et espérer croiser une voiture. Aujourd'hui, elle compose le numéro d'urgence, explique la situation à un opérateur formé et une ambulance équipée arrive en moins de 30 minutes. Ce n'est pas qu'un progrès technique, c'est une révolution silencieuse dans la vie quotidienne. Mais l'enjeu va bien au-delà de la santé. Mettre en place un service d'urgence moderne, c'est affirmer que la vie de chacun compte vraiment. C'est restaurer la confiance, la dignité collective et créer une nouvelle cohésion autour d'un bien commun. La protection de tous. Négliger ce bouleversement, c'est ignorer ce qu'un service public efficace peut accomplir. Une société plus soudée, un État plus crédible, une indépendance nationale consolidée. En un mot, c'est réinventer le pacte social, comme l'ont fait d'autres nations à des carrefours historiques. Comment une seule décision politique a-t-elle pu tout changer? Et pourquoi ce choix dépasse-t-il la seule question des soins? Pour comprendre l'ampleur de ce virage, il faut revenir sur l'origine du projet et la vision qui l'a rendu possible. Car derrière ce numéro d'urgence, il y a une histoire de courage politique, de résistance et d'innovation. Dès les années 80, de nombreux pays africains ont tenté d'adopter des modèles occidentaux, souvent sans succès, faute d'adaptation locale. Le Burkina Faso, lui, a fait un pari différent. Écouter ses propres réalités. Pendant des décennies, l'urgence et la débrouille guidaient dans la survie. Aucun réseau n'existait, chaque famille improvisait, transportant ses proches malades à moto ou dans le coffre d'une vieille voiture, parfois au péril de leur vie. À chaque instant, tout pouvait basculer et personne n'était prêt à affronter l'imprévu. Les statistiques, bien que difficiles à établir, laissaient entrevoir une mortalité évitable massive lors des accidents de la route ou des accouchements compliqués. Rien qu'à Ouagadougou, on estimait que chaque semaine, plusieurs dizaines de personnes mouraient avant d'atteindre un centre de soins. Dans les provinces, les hôpitaux suffoquaient sous la pression. Les routes délabrées, les moyens de transport précaires, l'absence de professionnels formés rendaient chaque trajet vers les soins incertain et dangereux. Pour beaucoup, accéder à un centre de santé relevait d'une épreuve où l'on priait d'arriver à temps. Cette situation rappelle la France d'avant la création du SAMU, dans les années 70, où chaque région improvisait ses propres secours avec des résultats très inégaux. Or, lors d'une crise, accident, accouchement difficile, maladie soudaine, les toutes premières minutes décidaient souvent du sort d'une vie. Malgré cela, la société entière vivait dans l'improvisation, sans outils ni coordination, livrée au hasard et à la peur. Un professeur de médecine burkinabé résumait ainsi la situation. Ici, ce n'est pas la maladie qui tue, c'est l'attente. La situation empirait à vue d'œil. Le nombre d'accidents augmentait avec la croissance du trafic, les maladies graves persistaient, les conflits armés fragilisaient davantage les structures et les déplacements massifs de population mettaient à genoux les rares dispositifs existants. La crise devenait aiguë, révélant des failles profondes et menaçant l'équilibre social. En 2018, par exemple, on a recensé plus de 15 000 accidents de la route, pour la plupart sans prise en charge rapide.
Pourtant, il serait injuste d'accuser le peuple d'avoir failli. Ce chaos était le résultat d'un manque d'organisation, non d'un manque de courage. La solidarité des Burkinabés restait intacte. C'est l'absence d'un système public fiable qui exposait chaque famille au pire. Les voisins s'organisaient, parfois jusqu'à fabriquer des civières de fortune avec des nattes et des branches. Mais la volonté seule ne remplace pas un État organisé. Continuer ainsi, sans solution structurée, aurait condamné des milliers de vies, ancré la méfiance envers l'État et creusé le sentiment d'abandon. L'urgence dépassait la question de la santé. Elle touchait à la dignité, à la cohésion sociale, à la confiance dans les institutions. L'histoire montre que partout où l'État échoue à protéger, la société se fracture. Après la Grande Peste à Londres au XVIIe siècle, la création de systèmes de secours publics a été un facteur clé de la reconstruction sociale et politique. C'est face à cette impasse que le Burkina Faso a décidé de changer de trajectoire, choisir la discipline, l'équité et la protection collective comme nouveau cap. Inspiré par des exemples comme le SAMU français ou le système EMS sud-africain, mais adapté aux réalités locales, le pays a posé une question simple. Comment transformer la fatalité en espoir partagé ? Mais comment établir un tel service dans un contexte aussi complexe ? Le défi était immense et chaque décision allait compter. Il a fallu cartographier les besoins, former les équipes, identifier les points névralgiques où stationner les ambulances. À Bobo-Dioulasso, par exemple, l'analyse des appels reçus a permis de déplacer certains points d'intervention, réduisant le temps d'attente de moitié pour certains quartiers. Au Burkina Faso, un nouveau système d'urgence se dresse comme un symbole de discipline, d'organisation et d'égalité inédite. Ce système s'inspire à la fois de l'expérience du Rwanda en matière de santé communautaire et des principes qui ont fait le succès des réseaux d'urgence en Europe. Qu'il s'agisse d'un accident, d'une maladie qui frappe soudainement ou d'une détresse en pleine nuit, chaque Burkinabé dispose désormais d'un numéro unique à composer. Ce numéro est ouvert à toutes et à tous, sans condition de ressources ni démarche complexe. Où que l'on vive, à Ouagadougou, dans un hameau isolé ou à la lisière d'une grande ville, il suffit d'appeler. On raconte l'histoire de Sékou, berger dans le Sahel, qui a pu sauver la vie de son frère en appelant avec un simple téléphone portable, alors qu'il se trouvait à des kilomètres de la première route goudronnée. Derrière ce numéro, des opérateurs spécialement formés prennent la main. Leur rôle, écouter, rassurer, poser les questions cruciales et jauger la gravité de la situation. Ils orientent chaque appel selon des protocoles rigoureux, afin que l'aide soit rapide, pertinente et équitable. Un exemple concret : pour un accident de la circulation, l'opérateur vérifie si la victime respire, s'il y a un saignement important à stopper en urgence, puis dépêche l'ambulance la plus proche tout en donnant les premiers conseils aux témoins sur place. Les équipes de secours sont désormais coordonnées avec une précision nouvelle. Des ambulances médicalisées, équipées de matériel moderne, sont stationnées en des points stratégiques sur tout le territoire. Des équipes mobiles, composées de professionnels et professionnels aguerris, desservent même les zones les plus reculées. Plus aucune région, plus aucun quartier n'est oublié. L'exemple de la région du centre-nord, où la distance moyenne pour accéder à une ambulance a été réduite de 40 à 15 km, illustre l'efficacité de la nouvelle organisation. En cas d'urgence, il ne s'agit plus simplement de transporter la victime vers l'hôpital le plus proche, mais vers l'établissement adapté à ses besoins spécifiques. Ce choix stratégique sauve des vies et évite les minutes perdues, souvent fatales. Ainsi, une femme enceinte en détresse sera dirigée directement vers une maternité apte à gérer les complications et non vers un centre de santé incapable de l'accueillir. Pendant l'intervention, la communication ne faiblit jamais, entre le terrain, le centre de régulation et l'hôpital d'accueil. Les soignantes et soignants sont prévenus à l'avance, se préparent et prennent le relais dès l'arrivée du patient. Cette chaîne fluide réduit drastiquement les pertes de temps. Chaque minute compte. Lors d'une simulation en 2023 à Waïgouya, le délai entre l'appel et la prise en charge hospitalière est passé de 60 à 20 minutes. Surtout, ce service est entièrement gratuit. Aucun justificatif, aucune avance d'argent n'est exigée. L'absence de barrières financières ou administratives rend enfin l'accès aux soins urgents digne et égal pour toutes et tous. Dans les pays voisins où les soins d'urgence restent payants, comme au Nigeria, de nombreuses familles renoncent à appeler l'ambulance, ce qui aggrave les inégalités. Ce n'est pas qu'une prouesse technique, c'est une rupture avec l'improvisation, avec l'injustice qui frappait les plus vulnérables et les régions oubliées. Si ce réseau faiblit, la débrouille et l'inégalité réapparaissent, et la vie d'un citoyen ne pèsera plus le même poids selon sa fortune ou son lieu de vie. Il suffit de consulter les rapports sur le Togo ou le Ghana,
où l'absence de couverture universelle maintient une fracture profonde entre ville et campagne. La réussite de ce système d'urgence incarne un basculement profond dans la relation entre l'État et ses citoyens, précisément quand tout se joue. Mais derrière l'efficacité, il y a une ambition politique claire et une refondation du service public. La volonté de garantir la même protection à tous, même dans les hameaux les plus isolés, rappelle les politiques menées en Islande après la Seconde Guerre mondiale pour assurer l'équité territoriale. Ce changement dépasse la santé. Il redéfinit la confiance et la solidarité nationale. Mais comment ce système a-t-il vu le jour et que révèle-t-il de la transformation plus large du pays ? Quand l'État devient tangible, la confiance renaît. Ce nouveau service d'urgence ne se limite pas à soigner. Il transforme la société tout entière. Pour la première fois, les citoyens voient dans l'État à l'œuvre dans leur quotidien, pas seulement dans des discours lointains. Première conséquence visible, la chute brutale des décès évitables. Désormais, moins de familles pleurent un proche perdu faute d'aide rapide. Les tragédies liées à l'attente ou à l'isolement s'effacent peu à peu. Selon les premières évaluations, le taux de mortalité lors des accidents de la route a baissé de plus de 20% dans les zones couvertes par le service. Dans les hameaux reculés, cette évolution bouleverse le quotidien. Recevoir une assistance immédiate, compétente et gratuite, c'est retrouver sa dignité. La peur d'être abandonné par la distance ou la pauvreté recule. À Dori, des témoignages racontent comment des jeunes, désormais formés aux premiers secours, participent aussi à la chaîne de solidarité. Un nouveau lien se tisse entre villes et campagnes. Les frustrations s'apaisent, chacun comprend que sa vie a du prix, où qu'il soit. L'injustice perçue dans la répartition des secours s'estompe. Dans les réunions villageoises, on évoque désormais l'État non plus comme une entité éloignée, mais comme un partenaire concret dans la protection des plus faibles. Sur le plan politique, l'État cesse d'être une abstraction lointaine. Il devient un allié visible lors des instants critiques. De là, un nouveau pacte social prend racine. La confiance devient le socle de la nation. C'est ce qui, historiquement, a permis à des pays comme la Suède de bâtir une société stable après la mise en place de services publics universels. Cette énergie collective agit comme un levier. Plus les citoyens croient au système, plus ils s'engagent pour l'améliorer. La société gagne en stabilité, en résilience et en unité face aux difficultés. À Ouagadougou, des comités de quartier ont même proposé d'organiser des simulations d'urgence pour familiariser les habitants aux nouveaux services. Les hôpitaux bénéficient eux aussi de ce progrès. Moins de cas graves arrivent trop tard. Les ressources sont utilisées avec discernement. Les soignants peuvent se consacrer à l'essentiel. Un médecin du CHU Yalgado Ouedraogo témoigne « Nous pouvons enfin anticiper les arrivées et mobiliser les équipes au lieu d'être pris au dépourvu ». Mais la confiance, si durement acquise, reste fragile. Si l'État néglige la qualité ou l'équité du service, tout peut s'effondrer. Le retour de la défiance menacerait la cohésion et la paix retrouvée. L'histoire de la Grèce, où l'effondrement du système de santé a alimenté la colère sociale, en est un avertissement. Pourtant, chaque avancée cache de nouveaux défis. Il faut désormais s'assurer que cette promesse tienne sur la durée face à la réalité du terrain. Le maintien de la gratuité, la formation continue, l'entretien des ambulances, l'adaptation aux crises sécuritaires en sont autant d'exemples concrets. La vigilance collective, l'implication des citoyens et le contrôle citoyen sont des leviers essentiels pour éviter les dérives. Et si la souveraineté et la stabilité commençaient par des choix courageux, portés par une volonté politique ferme, le Burkina Faso en offre aujourd'hui la preuve éclatante. Avec un leadership déterminé et une vision assumée, un pays peut transformer son destin, même sans ressources abondantes ni appui extérieur massif. Le président Ibrahim Traoré incarne cette dynamique nouvelle. Il impose discipline, rapidité d'exécution et égalité d'accès à tous les citoyens. Son engagement se lie dans la mise en place du service national d'urgence, opérationnel sans délai, sans privilège, sans distinction aucune. En cela, il s'inscrit dans la lignée des grands réformateurs africains, comme Thomas Sankara ou Nelson Mandela, qui ont fait passer l'intérêt collectif avant tout. Ce modèle ne doit rien aux recettes importées. Ici, chaque solution part du terrain, répond aux réalités locales et s'adapte aux besoins immédiats de la population. Cette marche vers l'autonomie montre qu'une souveraineté authentique naît d'abord d'un choix politique et non d'une dépendance aux standards venus d'ailleurs. À l'image du Japon après la Seconde Guerre mondiale, le Burkina Faso réinvente ses propres modèles pour répondre à ces défis. Face aux critiques, souvent relayées par certains pays occidentaux,
sur l'abandon d'anciens partenariats ou le manque de moyens, la réponse du Burkina Faso est sans ambiguïté. La vraie richesse d'une nation ne se compte pas seulement en argent investi, mais dans la capacité à unir son peuple autour d'un objectif juste et partagé. C'est la leçon qu'enseigne l'histoire du Costa Rica, qui a choisi d'investir dans l'éducation et la santé plutôt que dans la course aux armements. En misant sur la formation, l'équipement de base et surtout sur la mobilisation collective, le Burkina Faso rappelle une vérité essentielle. La légitimité d'un État repose avant tout sur la confiance de son peuple, bien plus que sur la reconnaissance étrangère. Chaque citoyen qui bénéficie d'un service d'urgence gratuit et rigoureux ressent que sa vie pèse, peu importe son origine ou sa condition sociale. Ce choix de la gratuité, de la discipline et de l'universalité n'est pas anodin. Il démontre que le progrès social n'est pas réservé aux nations les plus riches, mais reste accessible à toute société où la volonté politique supplante les contraintes financières. C'est là la force de l'exemple burkinabé, montrer que la transformation collective est possible, dès lors que l'intérêt général prime sur les calculs individuels. L'histoire rappelle que la création du NHS britannique après la Seconde Guerre mondiale a été possible dans un pays ruiné parce que la volonté politique était inébranlable. Mais cet élan s'accompagne de défis majeurs. Préserver la discipline, former sans relâche les équipes et diffuser ces valeurs dans d'autres secteurs publics seront vitaux pour que ce succès s'enracine. Le pire danger serait de laisser retomber l'effort, alors que l'Afrique entière observe et espère. Le Rwanda, en observant ce modèle, envisage de renforcer sa propre couverture d'urgence, preuve que l'impact régional est déjà palpable. Ce système d'urgence n'est pas qu'une innovation technique. Il devient une source d'inspiration, un étendard d'indépendance et peut-être la première pierre d'un nouveau pacte de confiance entre l'État et ses citoyens. D'autres pays, comme le Bénin, s'inspirent déjà de l'expérience burkinabé pour lancer des initiatives similaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comment ce modèle peut-il inspirer d'autres nations en quête de souveraineté et de dignité ? Un pays ne bascule pas vers une nouvelle ère par accident, mais par choix réfléchi. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre ce qui compte le plus ? La création du service national d'urgence préhospitalière au Burkina Faso n'est pas simplement un progrès médical. C'est un pari sur la capacité du pays à s'affranchir des dépendances, à inventer un modèle ancré dans ses propres réalités, sans attendre que l'extérieur lui dicte la marche à suivre. C'est aussi la preuve que chaque génération peut bousculer le destin, à condition de placer la dignité humaine au centre de ses priorités. Derrière cette réforme, il y a bien plus qu'une ambulance ou un simple numéro d'appel. Il y a l'affirmation que chaque vie, où qu'elle soit, vaut autant qu'une autre. Que l'on vive dans la capitale ou dans un hameau isolé, que l'on soit modeste ou nanti, le jour où tout bascule, l'État répond présent, gratuitement et sans condition, abolissant la fatalité du hasard. Ce choix est lourd de conséquences. Il exige rigueur, vision et surtout le courage de rompre avec les anciennes habitudes. Au Burkina Faso, on a décidé qu'aucune société ne peut se dire forte tant qu'elle tolère l'abandon de certains au bord du chemin, surtout lorsque la vie ne tient qu'à un fil. Il s'agit d'un engagement comparable à celui de l'Inde lors du lancement de ses campagnes de vaccination universelle. Personne ne doit être laissé de côté. Le modèle burkinabé rappelle une vérité oubliée. Un État se juge à la manière dont il protège les plus fragiles. C'est dans la rapidité, l'équité et la compassion de la réponse publique que naît la confiance. Ici, chaque décision juste, chaque geste solidaire consolide l'autonomie et la dignité collective. À travers ce service, le Burkina Faso ne soigne pas seulement les corps, il soigne aussi les blessures symboliques de l'histoire, celles de l'abandon et de l'injustice. Ignorer cette transformation, c'est laisser passer la chance de bâtir une société plus juste et résiliente. Refuser de s'en inspirer, c'est accepter que l'espoir demeure un privilège et non un droit partagé par tous. Les générations futures jugeront la société à l'aune de ses choix. Aura-t-on su protéger les plus vulnérables quand cela comptait le plus ? Un service d'urgence gratuit, universel, accessible de jour comme de nuit, n'est pas seulement un progrès sanitaire. C'est le socle d'un nouveau contrat entre l'État et ses citoyens, une promesse de stabilité et d'espoir pour demain. Le Burkina Faso montre la voie. Là où la volonté politique rejoint la solidarité, même les obstacles les plus redoutables peuvent être surmontés.